Cet incident s'est produit il y a environ 5 ans lorsque j'ai été invité à visiter la Bulgarie. C'était une période difficile pour la Bulgarie, qui venait de se séparer du communisme et faisait face à d'importantes difficultés économiques. Malgré les promesses du gouvernement communiste de restaurer et d'améliorer le pays s'il revenait, le peuple a opté pour la liberté, plongeant la Bulgarie dans un état de pauvreté extrême avec une infrastructure détruite. Bien que ces informations soient basées sur mon expérience d'il y a 5 ans, il peut y avoir eu des changements depuis. Drago, un homme de Bulgarie, m'a contacté et a exprimé le désir de me faire visiter. Il a organisé la traduction de mes livres en bulgare. C'était à ce moment-là que la guerre éclatait en Yougoslavie et dans les régions avoisinantes. En examinant la carte, mon fils a exprimé des inquiétudes quant au danger potentiel de se rendre à Sofia, la capitale, qui se trouvait juste à la frontière du conflit. Malgré les risques, j'ai toujours ressenti un devoir lorsqu'on m'invitait quelque part, considérant cela comme un honneur d'être demandé. Les conseils que j'ai reçus soulignaient que si je ne devais pas aller quelque part, les circonstances l'empêcheraient. Le voyage en Bulgarie s'est avéré être l'une des expériences les plus remarquables de mes voyages. Cela témoigne de l'idée que laisser la peur dicter vos actions peut entraver votre capacité à vivre de nouvelles expériences. Si vous avez quelque chose à faire, saisissez l'occasion et profitez de la vie. Attendre une sécurité totale peut entraîner des opportunités manquées et des rêves inaccomplis. J'ai toujours cru que la peur ne devrait pas vous retenir, et si quelqu'un vous invite quelque part, il y a une raison à cela. Je suis arrivé en Bulgarie à une réception extraordinaire, rappelant celle d'une rockstar, avec des journalistes, des photographes, et une foule enthousiaste qui m'attendait à l'aéroport. L'aéroport entier était animé de journalistes et de personnes lorsque Drago m'a rencontré. Il m'a mis en garde, affirmant que tout le monde était présent, et en effet, il y avait une foule de gens prenant des photos, menant des interviews et engagés dans des conversations. Les conférences de presse ressemblaient à celles d'un président, avec tout le monde désireux d'en savoir plus sur mes livres et les informations que j'avais à offrir. Par la suite, j'ai eu des réunions avec de nombreux médecins et scientifiques, m'adressant à une salle pleine d'entre eux. Pendant 2 heures, j'ai répondu à des questions sur l'utilisation de l'hypnose pour la thérapie des vies antérieures, un concept entièrement nouveau pour eux. Ils ont mentionné que discuter de matériel métaphysique était illégal dans leur pays, car cela ne faisait pas partie du programme universitaire. Cependant, ils m'ont assuré que, en tant qu'étranger, je ne rencontrerais aucun problème juridique. Avant de quitter le pays, l'Association des phénomènes, l'organisation qui m'avait invité, m'a décerné le prix le plus élevé décerné chaque année pour la métaphysique en Bulgarie. Cette association avait précédemment opéré en quelque sorte clandestinement pendant l'ère communiste, mais était devenue plus ouverte depuis leur indépendance. J'ai été surpris lorsqu'ils m'ont présenté une statuette ressemblant à une flamme stylisée, affirmant que j'étais le premier Américain et étranger en dehors de la Bulgarie à recevoir ce prix. L'honneur m'a été décerné pour la plus grande avancée dans la recherche sur les phénomènes psychiques. Le fait qu'ils aient apprécié mon travail à ce point était vraiment stupéfiant. L'événement a été couvert à la télévision en Bulgarie, et l'issue significative de mon voyage continue de résonner en moi. Pendant mon séjour en Russie, les Russes ont créé un documentaire sur mes voyages. Pour revisiter le thème des vies antérieures, je me souviens d'une vie passée spécifique où j'étais présent à la bibliothèque d'Alexandrie lors de son malheureux incendie. Dans cette vie, je servais comme l'un des gardiens des archives, bien que je ne puisse pas lire moi-même. Je chérissais le savoir et remettais les enregistrements à des érudits capables de les déchiffrer. Assister à la destruction de la bibliothèque fut une expérience traumatisante, car je m'efforçais de sauver autant de rouleaux que possible, finissant par rencontrer une fin tragique en étant écrasé par un char. Partager cette histoire lors de discussions sur les vies antérieures a suscité beaucoup d'interrogations sur ma volonté de reconstruire et réécrire l'intégralité de la bibliothèque d'Alexandrie. Peut-être cela découle-t-il de mon profond amour pour le savoir, me rendant réticent à voir des livres défigurés ou maltraités.
Ma mission implique de réécrire la bibliothèque, s'alignant sur mon travail axé sur les connaissances et les informations perdues. Pendant notre séjour à Sofia, en Bulgarie, un documentaire était prévu d'être filmé dans un hôtel. Drago, qui m'avait invité en Bulgarie, m'accompagnait de notre hôtel au lieu du tournage. La femme réalisant le documentaire avait une demande particulière, elle voulait que je conduise une régression dans une vie antérieure. Bien que disposé, j'ai exprimé mon malaise face aux surprises associées aux régressions dans les vies antérieures, incertain de ce qui pourrait se dérouler pendant la séance. Étant donné la nouveauté de l'expérience pour les cinéastes, il anticipait que tout serait intéressant. Drago a suggéré que je fasse la séance d'échantillonnage avec lui, compte tenu de notre familiarité et de sa maîtrise de l'anglais, rendant le processus plus fluide et plus confortable. J'ai accepté, reconnaissant la possibilité de révélations inattendues. En arrivant à l'hôtel où toutes les caméras étaient installées, les préparatifs étaient en cours pour la séance. Une belle jeune fille blonde en short est apparue, et la femme russe a exprimé sa préférence pour qu'elle soit celle qui subisse la séance, probablement pour l'attrait visuel. Cependant, j'ai insisté pour mener la séance avec Drago en raison de la nécessité de quelqu'un compétent en anglais. Malgré une certaine résistance, la décision a été maintenue. Drago s'est allongé sur le lit, et la séance a commencé, conduisant à une révélation surprenante. Il est retourné à une vie antérieure à Alexandrie pendant l'incendie de la bibliothèque, jouant le rôle d'un érudit profondément impliqué dans la numérologie et l'astrologie. Les détails qu'il a fournis concordaient remarquablement avec mes propres souvenirs d'une séance similaire. En décrivant la scène et les événements, il est devenu évident que nous avions tous les deux été là au même moment. Pendant la séance, il a raconté sa tentative de sauver des livres alors que la bibliothèque s'effondrait, et une grande poutre lui est tombée dessus, le maintenant au sol et provoquant sa mort. Bien qu'il soit resté émotionnellement réservé pendant la séance en raison de la présence des caméras, l'impact a été profond. Après la séance, Drago a révélé qu'il souffrait de douleurs chroniques dans la région de l'épaule depuis de nombreuses années, qui ont miraculeusement disparu après la régression. Cette révélation l'a laissé presque hésitant à croire au changement, mais a marqué un changement significatif dans son bien-être physique. En retournant à l'hôtel, j'ai partagé ma propre expérience d'avoir été présent à la bibliothèque pendant ce moment fatal. Drago n'avait pas réalisé que nous avions tous deux vécu le même moment historique. De manière intéressante, il est devenu évident que sa mission était alignée sur la mienne, une quête pour récupérer et diffuser la connaissance perdue. Drago attirait activement des individus compétents dans son pays, facilitant la publication de leurs livres. Les parallèles étaient frappants. Au moment de mon départ en avion, j'ai plaisanté avec Drago en lui disant « Ravi de te rencontrer à nouveau 800 ans plus tard et à mi-chemin à travers le monde ». La connexion inexplicable entre nos vies passées et la convergence de nos missions soulevait des questions intrigantes sur l'interconnexion de telles expériences. L'année suivante, j'ai reçu un appel de Drago m'informant que le documentaire, y compris la bande démo, avait été diffusé et avait suscité un intérêt significatif. Le public était tellement engagé qu'il continuait à le retransmettre, suscitant de nombreuses questions sur la réincarnation, l'hypnose et la régression des vies antérieures. De manière remarquable, les mêmes médecins qui avaient précédemment débattu avec moi de ces sujets enseignaient maintenant activement la régression des vies antérieures dans le pays. En réfléchissant à cela, j'ai envisagé la possibilité d'avoir joué un rôle dans l'introduction d'une nouvelle façon de penser dans ce pays. Si j'avais cédé à la peur et évité d'y aller, cet impact transformateur n'aurait peut-être pas eu lieu. Souvent, nous sous-estimons l'influence de nos actions et de nos paroles à des endroits et à des moments spécifiques. Les effets en cascade de gestes ou de conversations même modestes peuvent être profonds, affectant ceux qui nous entourent de manière que nous ne comprendrons peut-être jamais pleinement. De nombreuses instances de ma vie démontrent qu'en embrassant l'inconnu et en prenant des risques, des résultats inattendus et positifs peuvent se produire. En regardant en arrière, il est clair que les avertissements m'incitant à ne pas m'aventurer dans des territoires inconnus étaient infondés.
Si j'avais laissé la peur dicter mes choix, la diffusion du savoir et l'impact positif sur les individus n'auraient pas vu le jour. La réalisation des conséquences étendues de mes actions renforce l'idée que chaque individu peut être une petite mais essentielle partie d'un processus plus vaste. En mai, j'ai entrepris mon premier voyage à Moscou, réalisant un désir de longue date de voir la Place Rouge. Accompagné d'un chauffeur et d'un traducteur fournis par notre éditeur, j'ai exploré la ville de manière approfondie, recevant un traitement royal. Contrairement aux idées préconçues de pénurie et de privation, j'ai découvert une ville prospère et dynamique, défiant les stéréotypes perpétués sur la région. Les récits de pauvreté et de manque, autrefois associés à ces endroits, se sont révélés dépassés et inexacts. L'essor de la construction à Kiev et à Moscou mettait en lumière le progrès et le développement dans ces villes, remettant en question les idées préconçues sur leurs conditions de vie. Contrairement aux récits de pénurie et de difficultés, la réalité était une métropole animée avec des projets de construction actifs, défiant les stéréotypes qui avaient été perpétués pendant des années. L'idée dépassée d'un endroit terne et dépourvu était remplacée par la vitalité de communautés florissantes à la fois à Kiev et à Moscou. La disponibilité généralisée de biens, les marchés animés et la construction en cours indiquaient un contraste frappant avec le récit d'une société en difficulté qui m'avait été décrit pendant des années. L'obtention de tout a été difficile, comme je l'ai mentionné précédemment. Peut-être que c'était le cas il y a 5 ou 10 ans, mais ce n'était pas mon expérience. En arrivant à Moscou, j'ai rencontré d'importants embouteillages, une multitude de voitures neuves et une agitation constante. D'immenses panneaux d'affichage ornés de publicités pour des produits modernes, similaires à ceux aux États-Unis, étaient omniprésents. Contrairement au récit de la pénurie, je n'ai observé aucun manque apparent ni désir de biens, contrairement à ce que l'on nous avait informé. J'ai même visité un centre commercial qui ressemblait à ceux aux États-Unis, présentant les mêmes marques et magasins. C'était comme une expérience transplantée des États-Unis, à l'exception de la langue sur les enseignes. L'hôtel Cosmos, où je suis resté, figurait parmi les plus grands au niveau mondial et offrait un luxe pur. Comme mentionné précédemment, je n'ai encouru aucune dépense pendant mon séjour, ayant donné une conférence en russe. En revenant en mars, je parlerai à nouveau, m'attendant à une campagne de publicité complète, susceptible d'étendre mes engagements à d'autres endroits dans ces pays. Comme mentionné précédemment, pendant mon séjour, j'ai reçu une convocation surprenante le dernier jour. Une femme m'a informé qu'un homme très important à Moscou, un médecin travaillant dans une organisation, souhaitait me rencontrer. J'ai accepté de le rencontrer après avoir conclu mes conférences, et ils ont organisé le transport jusqu'à son centre. À son arrivée, il a exposé un plan ambitieux impliquant la guérison alternative et la médecine naturelle. Collaborant avec un psychiatre, ils promeuvent activement cette initiative, connue sous le nom de Centre russe de médecine populaire. Leur objectif est d'organiser des guérisseurs et des praticiens de médecine naturelle à l'échelle mondiale. Appelés « Guérisseurs sans frontières », ils visent à rassembler des personnes impliquées dans l'herboristerie et diverses formes de médecine naturelle à l'échelle mondiale. Leur mission est d'aider les gens du monde entier à revenir aux médicaments naturels, englobant les travailleurs de l'énergie, les guérisseurs et les praticiens. Il a exprimé le désir de mon assistance aux États-Unis, bien que je n'ai pas encore reçu d'instructions détaillées. À mon retour, je m'attends à recevoir plus d'informations, et il a exprimé le souhait que je participe à l'organisation de guérisseurs ici aux États-Unis, les intégrant à cette initiative mondiale. Tout au long de ma carrière en tant que thérapeute, j'ai rencontré de nombreux clients engagés dans le travail énergétique, tels que des naturopathes, des homéopathes, des praticiens Reiki, des guérisseurs de cristaux et des herboristes. Lorsque j'ai mentionné cette organisation à ces personnes, elles ont exprimé un vif désir de s'impliquer. Il semble s'agir d'un mouvement souterrain qui prend de l'ampleur dans le monde entier. Alors que beaucoup pourraient penser que nous sommes une minorité, un médecin a partagé une statistique intéressante de l'année 2000 aux États-Unis, indiquant que 45% de la population croyait et pratiquait la guérison alternative,
consultant des praticiens tels que des naturopathes et des homéopathes. Cette information n'est pas largement connue, soulignant l'intérêt plus important pour ces pratiques que ce qui est communément perçu. Il y a une résurgence croissante de la métaphysique et des croyances, manifeste dans l'intérêt croissant pour les émissions de radio et l'impact de films comme Want to Bleep. Ce film a influencé de manière significative les systèmes de croyance des gens, suscitant la curiosité et la pensée critique. Pendant mon séjour à Dubaï, après avoir enseigné ma méthode d'hypnose à l'échelle mondiale, nous avons regardé Want to Bleep chez quelqu'un, et le film fait des vagues dans le monde entier. Faire partie de cette ère transformative est vraiment un moment remarquable et excitant d'être en vie.